Je suis conservatrice du patrimoine et je suis au musée du Quai Branly responsable de l'unité patrimoniale Océanie et Insulinde. Donc ma responsabilité, c'est de prendre soin, de documenter, de valoriser, d'exposer, de diffuser les collections qui relèvent du monde océanien et qui sont conservées au musée. Donc de veiller avec mes collègues conservateurs, restaurateurs à ce qu'ils soient matériellement stables et pour les transmettre aux générations futures, à travailler avec mes collègues dans le Pacifique de différentes communautés, à recueillir leurs paroles et leur savoir sur ces objets quand il est encore connu, et de le diffuser auprès du public du musée, ou de leur donner, et maintenant beaucoup plus, d'avoir la capacité aussi à ce qu'eux soient les porte-parole directs de ces objets. J'assure aussi l'enrichissement de la collection, donc on travaille à des acquisitions qui vont être pertinentes parce que elles vont compléter certains pans de la collection qu'on a peu dans les collections, ou parce qu'elles vont, par des commandes à des artistes contemporains, montrer aussi une transformation de la création, ou des continuités, des ruptures. Voilà, on rédige des articles, on intervient dans des colloques, on donne des cours, on enseigne. Moi, j'enseigne à l'école du Louvre, par exemple, depuis très longtemps. Pourquoi j'ai eu envie de faire ce travail? C'est justement par l'enseignement que j'ai reçu. J'aimais l'histoire de l'art quand j'étais adolescente, par habitude, vraiment transmission familiale, on va dire, fréquentation des musées, visites, j'aimais ça. Et j'ai voulu vraiment faire des études d'histoire de l'art, et très rapidement je suis arrivée à l'école du Louvre. D'abord plutôt intéressée par l'art africain, pour là aussi peut-être quelques petites expériences d'exposition, expériences familiales, de voyage. Et puis en fait, à l'époque, à l'école du Louvre en particulier, l'art océanien était couplé avec l'art africain, c'est aussi un temps de l'enseignement où on considérait qu'on pouvait parler de l'Océanie et de l'Afrique comme un grand tout. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était au début des années 90, donc ce qui a changé, parce que c'est quand même deux immensités culturelles un peu dures à embrasser quand on essaie de suivre les deux enseignements. Et j'ai été assez rapidement, par l'enseignant que j'ai eu à l'époque, qui a été conservateur ici, Philippe Pelletier, fascinée en fait par les fonctionnements de ces sociétés et l'inventivité et parfois jusqu'à la folie de création et de repères qui n'avaient rien à voir avec ce que je pouvais connaître. Et ça m'a fascinée. Donc c'est quand même beaucoup, d'abord une fascination, un intérêt aussi pour des sociétés qui sont extrêmement complexes, et la capacité aussi par l'étude et la compréhension de ces fonctionnements différents, de pouvoir regarder la propre société dans laquelle je vis de manière un peu différente et relativiser aussi un certain nombre de choses, ou me réancrer à des choses qui nous sont très éloignées aujourd'hui dans nos vies urbaines, et qui évidemment sont et sur les questions environnementales ou sur des questions de compréhension de ce qui nous entoure. C'est un enseignement, connaître ces sociétés, échanger avec elles, c'est hyper enrichissant. Donc c'est venu comme ça, et c'est aussi parce que c'est un métier où je fais jamais la même chose. Donc ça, c'est assez génial, et où j'apprends toujours. Il n'y a pas de... Voilà, j'aurais jamais fait le tour de la question, donc c'est hyper stimulant. C'est une région du monde qui a été largement colonisée, qui l'est encore, beaucoup, si on pense à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande en particulier. Mais donc la question évidemment des contextes de collecte d'un certain nombre d'objets est problématique, ou en tout cas nécessite qu'on se penche sur l'histoire et justement les conditions de cette collecte. Notre département, en tout cas, a, dès le début des années 2000, été prise dans ces questions de restitution, autour particulièrement des têtes momifiées maoris qu'on appelle mokomokai, qui sont des restes humains, reliques d'ancêtres importants dans les différents iwi, donc les différents clans des sociétés maoris, et tout un mouvement sur place qui est né fin des années 90 et qui va
emmener ces communautés autour d'une institution centrale qui est le Musée national de Nouvelle-Zélande à Aotearoa, Te Papa Tongarewa, qui a mis en place un dispositif de repatriation, donc de restitution de ces têtes momifiées pour en fait, les réunir. L'idée étant déjà de pouvoir les réunir dans un sanctuaire au sein du musée et de travailler avec avec les Iwi, donc les clans dont sont originaires ces mokomokai, ces reliques, à éventuellement même opérer leur réinhumation quand la documentation le permet. Et tout est là, en fait, c'est quand la documentation le permet, puisque la connaissance précise et assurée de savoir à qui appartenait, à quel clan appartenaient ces têtes, quand il y a eu à un moment donné au XIXe siècle un commerce vraiment manifeste et comme aussi un processus d'échange contre des armes à feu, où il y avait des intérêts croisés entre les groupes maoris et les Européens, fait que ces objets, enfin voilà, ce que j'appelle des objets, mais qui sont des restes humains, et ont circulé. Ont circulé beaucoup, et pour lesquels on n'a pas toujours les informations. Donc ça a été un gros travail et un temps de la restitution qui a été le temps majeur autour des collections océaniennes et qui fait aussi qu'aujourd'hui ces objets ne sont plus visibles sur la base de données du musée. Ils n'étaient déjà pas visibles avant en termes d'images, on suivait les prescriptions d'interdit de diffusion de photographies ou de vues de ces reliques. On continue de le faire pour d'autres types d'objets sensibles pour les communautés qu'on n'expose pas ou qu'on ne publie pas en ligne. Et on travaille à documenter certaines pièces dont on sait qu'elles peuvent avoir un contexte de collecte litigieux et ensuite on répond aux requêtes quand elles arrivent, mais il est clair que comparativement à nos collègues des collections Afrique, on est moins sollicité pour le moment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet et qu'on les travaille pas, et on les travaille en ce sens. Il faut changer la législation, et c'est le cas, ça a été le cas pour les mokomokai, puisqu'il a fallu faire une loi sur la question des restes humains à l'époque, puisque c'est un patrimoine national imprescriptible et inaliénable. Donc oui, ça nécessite après, mais là il y a beaucoup, il va y avoir justement là un projet de loi sur les questions de restitution dans le cadre de collecte ou trafic de biens illicites ou collecte problématique. Par exemple, moi personnellement je trouve ça intéressant de savoir que chez les Soulka ou dans d'autres groupes, parce que j'ai étudié aussi des groupes des Hautes-Terres qui ont développé un art de la parure, des peintures corporelles, des coiffes incroyables, et des danses et des performances avec des grands groupes qui se réunissent avec une... C'est cette question c'est de beauté attachée en fait à une force intérieure et un bien-être intérieur, c'est-à-dire ce qu'on est à l'intérieur se voit. C'est un classique, hein, mais je trouve que là, il le pousse à un niveau de compréhension et de perception que je trouve vraiment intéressant sur le fait que quand on n'est pas centré à l'intérieur de soi, et ben, à l'extérieur, on peut pas... Enfin, il y aura forcément une distorsion qui va... alors, c'est moins la question du beau et du laid, mais c'est la question d'être en harmonie entre son fort intérieur et ce qu'on dégage et ce qu'on va dans nos interrelations entre humains. Et cette force ou ce bien-être intérieur, c'est beau. Pour moi, c'est un critère de beauté, en effet. Donc j'aime bien pouvoir personnellement me rattacher un petit peu à ces régimes de valeurs qu'on trouve dans le monde océanien pour penser mes propres appréciations esthétiques quand je regarde quelque chose. Et évidemment, c'est la question de l'émotion. Ça, je m'y confronte comme cela, comme tous, sans forcément... Après, avec un peu plus de background, peut-être d'histoire de l'art, et qui me permet d'apprécier aussi autrement les choses, mais là-dessus, je suis comme chacun de nous, ému ou pas.
ça, il faudrait aller voir chacun des spécialistes des différents groupes, parce que c'est toute la difficulté sur nos zones où il y a à la fois des choses qui vont traverser de la Nouvelle-Guinée à l'île de Pâques, vraiment avec des formes de résonance fortes, mais en même temps, ça va s'exprimer très différemment en chaque lieu, même s'il y a des fonds qui peuvent résonner entre eux. Donc oui, on peut différencier un sens esthétique d'une société à une autre, ah oui, ça de manière incontestable. Il y a eu la tentative justement de pouvoir regrouper des formes culturelles, enfin ce qu'on pouvait penser être des formes culturelles en résonance. Et c'est ce qui a donné lieu, et c'était des formes culturelles, mais aussi à l'époque, parce que là c'est temps du regroupement et du classement, qui est l'héritage aussi d'une forme de classement des espèces qu'on connaît bien, mais qui au 19e, lié à la fois au voyage d'exploration, enfin vraiment la continuité de l'Océanie, c'est 16e, 18e les grands voyages, et on va jusqu'à la deuxième moitié Enfin, c'est une exploration qui commence de manière un peu sporadique, qui va vraiment s'intensifier au 18e, et au 19e, on est dans le basculement entre fin des voyages et début de la colonisation et des installations missionnaires. Et dans ce temps de transition, les voyageurs et scientifiques vont essayer justement de classer, de pouvoir essayer de donner un ordre, comprendre. On essaie toujours d'ordonner pour se donner des repères, surtout là face à la fois des espaces aussi étendus et des groupes qu'on rencontre au fur et à mesure. Et dans un temps aussi du 19e où naît la discipline anthropologique, l'ethnographie naît au 19e siècle, et les premiers courants sont ceux de l'évolutionnisme, où on va se situer de manière eurocentrée et regarder le monde et essayer de l'organiser à partir de ce centre. Donc, et ce qui fait que, et pour les sociétés océaniennes, ça a été vraiment dommageable, puisqu'on a eu un regard extrêmement de civilisation, de population primitive très vite, notamment sur les populations autochtones australiennes, et d'une forme d'archéologie comparée entre regarder, ce sont nos hommes préhistoriques, enfin aujourd'hui ce qu'a pu être les hommes préhistoriques de nos propres cultures. Et là, il y a eu cette tentation, et on découpe à ce moment-là l'Océanie entre Mélanésie pour les îles Noires, c'est aussi l'anthropologie physique, on va décrire les types humains. Donc la Mélanésie, c'est vraiment lié au fait que les gens à la peau très noire, des populations. Après, c'est plus des entités géographiques, Polynésie pour plusieurs îles, Micronésie pour petites îles. Donc physique, anthropologie physique, géographie, enfin bon, les critères se mélangent un peu, mais on voit quand même ce découpage qui en fait ne fonctionne pas du tout dans la réalité des relations d'échange entre les groupes, de la linguistique, et des milliards d'exceptions qui font qu'on a plein de sociétés polynésiennes en Mélanésie, du fait des circulations des gens. Donc oui, aujourd'hui, et les Océaniens aujourd'hui, ils se voient comme Océaniens, parce qu'il y a l'océan qui les relie, il y a l'eau qui les relie, et il y a la navigation qui a été l'outil du peuplement de premier, mais aussi chacun se voit de là où il est, et qui il est là où il est. Donc c'est difficile de faire ces grands invariants quand même. Donc ce masque que nous avions regardé ensemble, qui provient de l'île de Nouvelle-Bretagne, donc qui est une île au large de la grande île de Nouvelle-Guinée, en Océanie, dans le Pacifique Sud, il est un exemple de différenciation de critères du beau. Là, on a surtout parlé, quand on s'est vu, plutôt de ce qui renvoie à la beauté chez ce groupe Soulka. En creux, et c'est pas forcément... la question du lait ne vient pas forcément à l'inverse des notions qu'on a pu voir ensemble quand on a regardé ce masque. Même si par ailleurs, les gens peuvent avoir une perception de la laideur qui va être un défaut physique, et qui va renvoyer, et c'est le cas aussi d'ailleurs, pour le coup, il y a un rapport de contraire entre les deux termes, qui va renvoyer principalement, quand on parle du beau, dans la société Soulka, mais ça peut se trouver ailleurs chez les autres groupes en Océanie,
il y a cette question de bien-être et de force intérieure. Et à l'inverse, un défaut physique ou une maladie qui aurait entraîné des déformations, des affectations diverses physiques, est un indice justement d'un défaut de bien-être intérieur, de force et donc de position sociale prestigieuse dans le groupe. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir ces affections diverses vont pas être des gens qui auront forcément un statut important politiquement, d'un point de vue de l'organisation sociale, en tout cas dans le groupe. Donc et la question, moi ce qui m'intéressait en abordant ce masque, c'était justement d'essayer de voir avec l'ensemble des lycéens comment les amener à comprendre qu'il y a d'autres critères qui ne relèvent pas forcément de l'esthétique, ou en tout cas d'une esthétique qui s'appuie sur d'autres régimes de valeurs que ceux qu'on peut connaître dans une philosophie européenne qui a étudié la notion de beau et d'esthétique. Donc c'était évidemment cette ouverture vers ces nouveaux critères et comment on pouvait définir le beau chez les Soulka. Si on revient sur cette question du beau, pour ce masque, en fait, il s'applique à divers critères qui vont permettre au public qui va le voir apparaître et performer lors d'une cérémonie, va permettre de pouvoir juger, en tout cas s'exprimer vis-à-vis de ce masque en définissant qu'il est un objet beau. Ces critères, ils sont multiples, donc il va y avoir le fait qu'il est conforme, qu'il reprend en fait un certain nombre de canons de représentation de ce type de masque. Et dans ces canons de représentation, un des critères importants va être son éclat. C'est beaucoup la brillance, l'éclat et la vibration des matériaux, c'est-à-dire qui est une notion très importante en Océanie, la fraîcheur des feuilles qui vont entourer la bordure du masque, qui sont des choses qu'on ne voit plus évidemment maintenant que l'objet est exposé au musée, mais il y a aussi ce vêtement de feuilles qui couvre le danseur, des plumes qui peuvent couvrir la bordure de l'ombrelle qui surmonte la zone où est porté le masque, la fraîcheur des couleurs utilisées, des pigments, parce qu'il vient, on achève sa fabrication et il apparaît tout de suite après. La qualité aussi d'assemblage de tous ces matériaux. Et ça, je pense que c'est non seulement au niveau du public qui va pouvoir apprécier cela et être ému par ça, mais déjà au niveau aussi du groupe qui a fabriqué cet objet, puisqu'on est dans un domaine aussi de fabrication de personnes qui sont spécialistes, qui ont des aptitudes et qui sont reconnues sur leur talent aussi de réalisation de ce type d'objet, et qui vont eux-mêmes mettre en jeu à la fois leurs compétences, mais aussi leur capacité à reproduire un canon. Ça, c'est très important aussi en Océanie, la capacité à répondre à des canons de représentation, parce que c'est ça qui fait qu'on se rattache à une généalogie de gens qui ont auparavant réalisé cet objet, sachant que cet objet, c'est un réceptacle de puissance d'ancêtre quand il va être montré publiquement. Donc, et pour que ces ancêtres viennent, il faut que l'objet réponde aussi à ces canons, des canons de matériaux, d'assemblage de ces matériaux et de formes. Donc répondre à ces canons, c'est hyper important. Après, l'artiste, il est comme les artistes dans le monde entier, il a aussi sa part de créativité, et c'est là qu'intervient plutôt la notion de style, qui fait que d'un objet à l'autre, on pourra avoir des variantes qui vont être plus ou moins appréciées d'ailleurs par le public, et qui donneront d'ailleurs un objet plus ou moins beau ou conforme, qui peut être une des notions. Donc la conformité du canon, l'éclat des couleurs, ça ce sont et évidemment aussi ce qui est très important, c'est l'accompagnement surnaturel, je dirais, le fait que chacune des actions dans le temps de fabrication de cet objet et au moment où il va apparaître, par les chants, les paroles, les invocations, les offrandes, on va solliciter à ce moment-là, dans toutes ces étapes-là, le soutien des entités ancestrales, des entités non humaines, qui vont contribuer aussi à la réussite de l'objet et au fait que ce masque est beau. Donc il y a aussi, voilà, c'est vraiment cette question d'une chaîne opératoire qui articule une conformité, un canon, des matériaux éclatants, la question de la brillance et de l'éclat comme valeur esthétique du beau, et l'accompagnement des ancêtres. Et puis le dernier point,
Ça, c'est vraiment dans la chaîne opératoire de fabrication. Et dans la chaîne opératoire de performance, c'est cette émotion que va provoquer la vue du masque quand il apparaît publiquement. Puisqu'il y a aussi ce processus de fabrication, il se fait secrètement. Ce sont uniquement les hommes initiés, donc qui ont traversé au moment de leur adolescence une étape initiatique où on va leur enseigner qui ils sont, à quel clan ils appartiennent, on va leur montrer des objets secrets, on va leur apprendre des chants, on va leur apprendre des généalogies. Donc c'est cette construction, cette étape de construction de l'individu qui est très importante en Océanie. Et ce passage à l'âge adulte, à l'état d'homme aussi, de manière pleine et entière pour ces jeunes garçons qui seront initiés. Et c'est uniquement ces personnes-là, et en plus qui ont un statut important dans la société, qui peuvent les réaliser et aussi sans doute les porter. Ce sont nécessairement des hommes initiés qui ont eu accès au savoir lié à l'ancestralité, lié au surnaturel, lié à la mythologie, qui pourront et qui ont aussi des talents dans la performance physique aussi, de porter, de mettre en mouvement ce masque, qui vont pouvoir les porter et apparaître donc après ce temps du secret de la fabrication, qui peut durer jusqu'à 1 année, hein, donc il faut quand même mesurer l'envergure du projet qui est de réaliser ce masque. Et donc je reviens à cet autre critère d'appréciation du beau pour ce masque des Soulka, c'est l'émotion. L'émotion qui va jusqu'aux larmes, qui va jusqu'à vraiment une épreuve émotionnelle qui est manifestée par le public qui voit surgir de la forêt ce masque. Donc il n'est pas un masque, il est véritablement une incarnation d'une figure ancestrale qui vient se manifester auprès des vivants. Donc il faut évidemment imaginer autre chose. Ça n'est pas un masque qui apparaît. Ça fait partie de cette expérience et de ce choc quand même émotionnel très fort. Et ça participe aussi de ce qui le rend beau. Mais comme de la même manière que la question de l'émotion dans l'esthétique, elle est très transverse. Mais c'est un enjeu important pour revenir aussi sur ces critères qui font un peu un pas de côté par rapport à ceux qu'on peut connaître dans nos sociétés occidentales. Finalement cette notion d'efficacité. Ce qui est beau doit être efficace en fait. C'est parce que c'est efficace que c'est beau. C'est efficace parce qu'on voit l'ancêtre, on ne voit pas un masque, on voit un ancêtre. J'ai choisi ce masque-là parce qu'il y a eu vraiment une étude absolument remarquable et l'article n'est pas très long à lire. Je pense que c'est un appui essentiel, en tout cas. Là, j'en restitue quelques éléments, mais c'est une anthropologue qui s'appelle Monique Jeudi-Balini, anthropologue qui a particulièrement travaillé chez les Soulka, mais pas que. Qui a travaillé aussi sur des sociétés européennes et qui a publié en 1999 dans la revue Terrain un article sur ce masque. Enfin, pas celui du musée, mais sur les masques Soulka en général. Et c'est un article qui s'intitule « Dédommager le désir », où elle raconte, elle explique et elle s'attarde beaucoup sur cette question du beau et des critères chez les Soulka qui définissent ce qu'est le beau. Et elle parle un peu du lait, justement. Et elle renvoie très rapidement sur la question du beau aussi. Ce qu'elle dit, et je le retrouve d'ailleurs dans d'autres textes, c'est vraiment sans doute le domaine dans lequel les gens vont exprimer le plus cette question du beau. C'est pas forcément dans ce qu'on pourrait être des formes de représentation artistique, ou en tout cas, ça en est une, mais c'est l'art des jardins. C'est en fait un jardin fertile qui donne des tubercules, de taro, d'igname, qui sont deux des grosses productions vivrières en Océanie. Quand un jardin est bien aménagé, arrangé, entretenu, quand les feuilles ont... là aussi, c'est sans doute là où les gens ont un niveau de vocabulaire et d'émotion et une diversité qui est la plus manifeste sur la transparence et la coloration des feuilles, il va y avoir vraiment toute cette appréciation et l'expression de cette appréciation qui est particulièrement importante. Et là aussi, je renvoie à un texte qui peut être intéressant, c'est le texte d'introduction de Philippe Descola au Collège de France quand il a fait toute une série sur le paysage. Dans le texte d'introduction, il nous raconte, il était avec donc lui il est plutôt sur un terrain Amérique du Sud, hein, mais néanmoins il parle d'un moment où il est avec un Indien Achuar, je pense,
et qui, devant un paysage, et son ami et collègue à cheval lui dit c'est beau. Et donc du coup il se dit mais qu'est-ce que lui voit que moi je ne vois pas. Et donc ça part aussi voilà, sur cette réflexion. Et c'est vrai que sur l'élément nature, et d'une nature humaine aussi, on va dire, cultivée dans le cadre des jardins, c'est assez intéressant et très transverse, je pense, en Océanie. Parce que ça va renvoyer aussi à la fertilité, de la même manière que la question du bien-être chez l'individu qui est beau, ou d'un masque qui va briller, ça va être aussi l'expression de cette force intérieure que les gens ont mis en œuvre pour réussir cet objet. Non, c'est vraiment dans dans ce temps de la cérémonie, dans le temps du rituel, qu'ils prennent véritablement toute leur dimension. C'est vraiment un objet éphémère, c'est-à-dire qu'une fois le rituel terminé, et c'est une apparition qui va durer 20 minutes, hein, avec ce principe de danse où on révèle l'intérieur des motifs qui sont peints à l'intérieur sous l'ombrelle. Mais après, il disparaît, est remis dans la maison où il a été fabriqué, et il sera détruit, brûlé. Parce qu'on ne garderait pas, on ne peut pas rafraîchir ce type de masque en fait aussi. On est dans un climat tropical, ça s'altère extrêmement vite. Et sa structure est entièrement végétale, résisterait pas. Le jardin, par exemple, c'est une autre forme de représentation du beau, chez les Soulka, mais pas que. Après, il va y avoir, si on prend par exemple les groupes, on a parlé après d'un autre masque qu'on appelle Moai et qui venait lui de Nouvelle-Guinée, de cette région du fleuve Sepik, où il y a énormément une diversité culturelle énorme. Et parmi ces groupes, ceux qui ont été très étudiés sont les groupes Yatmoul, qui habitent le milieu vraiment de cours moyen du Sepik. Et là, ça a été assez étudié justement de définir certains critères de beauté, alors physique, beaucoup, on apprécie, parce que c'est aussi la question de la séduction et du rapport entre les sexes est quand même très important dans ces sociétés, par principe plutôt de complémentarité ou d'antagonisme, ça dépend des groupes. Mais notamment chez les Yatmoul, la question du nez est une appréciation d'un type de nez qui correspond à un critère de beauté et tout à fait spécifique chez eux, par exemple. Donc, et quand les défunts, certains défunts dans les familles et dans les clans qui ont été des personnages importants, ou enfin en tout cas dont on souhaite commémorer ou honorer la mémoire, il y a tout un travail de surmodelage. Après le temps de les funérailles et du deuil, on retire de l'inhumation le crâne de cet individu, et on va remodeler ces traits du visage avec un mélange d'argile et de latex végétal ou d'huile, en tout cas une préparation spécifique qui permet de modeler véritablement un visage sur ce crâne. Et le traitement du nez est quand même toujours assez incroyable, et qui reprend sans doute aussi une évocation de la beauté de cet individu. Après ça, on va retrouver ça au Vanuatu, et il y a cette idée de portrait. On pourra représenter un personnage qui était laid dans sa vie, dont on sait qu'il l'était, jugé, défini ou commenté, décrit comme tel, et ça sera reproduit. On sait qu'on a des objets qui montrent dans la sculpture, mais c'est compliqué parce que la question du portrait, justement, elle n'est pas si fréquente que ça. Parce qu'on est souvent dans ces questions de canon de représentation, et puis qu'on représente des entités qui ne sont pas des entités humaines. Donc un référentiel du réel n'est pas forcément en jeu dans ces objets, si on parle d'art et de représentation tangible, matérielle. Après oui, il y a des critères de beauté qui vont être très spécifiques. En Polynésie, c'est la question vraiment de l'embonpoint, d'un corps qu'on va nourrir, qu'on va huiler. Ça se passe quand même beaucoup sur la personne, hein, ça reste, et aussi sur
sur cette émotion du paysage. Bon, il va y avoir... ça traverse Océanie, mais il va y avoir des expressions, oui, spécifiques. Après, en parlant des Soulka, Monique Joly-Bellini, elle dit que c'est compliqué de parler avec eux, d'échanger sur des questions qui relèvent de l'intime ou qui relèvent aussi de choses très personnelles, où là, il y a une pudeur qui fait c'est difficile d'engager la conversation là-dessus. Comme ce qui rend heureux ou ce qui rend triste, c'est très compliqué d'aborder le sujet, ce qu'elle raconte dans différents articles aussi. On est en Nouvelle-Bretagne, ce sont beaucoup un certain nombre de missions allemandes, puisque les Allemands vont s'installer dans cette région et coloniser beaucoup cette zone. Scientifiques, administrateurs et missionnaires, et scientifiques des premiers musées d'ethnographie en Allemagne aussi, qui font qu'on a beaucoup de collections Soulka, par exemple à Stuttgart, Hambourg, enfin bon, il y a des grandes collections de Nouvelle-Bretagne en Allemagne, importantes et des objets importants. Et il s'inscrit dans cette période de transition début 20e. Ces masques qui sont associés à l'initiation, enfin dans des temps en tout cas moins globalisés, ils sont liés aux initiations. Et ils vont sortir en présence de ces jeunes garçons qui sont en train de traverser ce temps d'initiation. Et en fait, on considère que le souffle d'air qui est produit par la mise en mouvement du masque va fertiliser et faire croître les garçons et les faire grandir de la meilleure manière qu'ils soient. Donc, voilà, là, ils sont vraiment associés au rituel d'initiation. Aujourd'hui, parce qu'ils sont toujours fabriqués aujourd'hui, avec changement des matériaux, on n'utilise plus de la moelle de sureau séchée, écrasée et peinte. On utilise des sacs de riz qui arrivent de Chine, en gros, des sacs en toile plastique, par exemple. Le temps de fabrication est évidemment plus du tout le même, mais la question de l'éclat des couleurs, mais les régimes de valeurs et les critères restent quand même, eux, se transmettent et sont toujours très importants. C'est juste que le temps de fabrication n'est plus le même et le contexte d'apparition va être celui des festivals culturels, donc avec quand même une idée, un principe identitaire qui va dire, voilà, les Soulka ont produit ce genre d'objet, qui va être l'inauguration d'une route, une fête religieuse de l'église, donc à l'école aussi, enfin voilà, c'est la vie, disons la vie rituelle globalisée plus que véritablement le temps des initiations, où les initiations existent encore, mais là aussi se sont transformées, se déroulent sur une durée beaucoup plus courte. Mais avant cela, on est sur un objet qui est une entité ancestrale qui apparaît pour aider les garçons à devenir des hommes. Ah oui, particulièrement l'éclat des peintures qui vont être utilisées, des pigments, le fait qu'il y ait un fort contraste, qu'on va utiliser des couleurs contrastées, qui explique aussi pourquoi, dès qu'il y a eu un accès à la peinture acrylique, par exemple, en Océanie, ça a été très vite approprié, parce que c'est une peinture qui a un aspect satiné, voire même brillant, et une variété de couleurs qu'on ne trouve pas dans la nature facilement. Cette valeur de brillance et d'éclat, elle est associée à la puissance des esprits, des ancêtres. Donc oui, les matériaux qui vont produire un effet visuel d'éclat vont être très importants symboliquement, parce qu'ils sont un moyen d'attirer les ancêtres dans l'objet. De la même manière que les feuilles, le vêtement de feuilles qui peut être de la cordyline, ou qui sont des feuilles ou du croton qui peuvent être des feuilles colorées, et avec un vert très, très éclatant, très odorant aussi. Ça va aussi contribuer à véhiculer cette question de la force, du bien-être, de quelque chose qui est frais, qui est vivant, et on les choisit pour ça, parce que ça aussi c'est efficace dans le rendu, dans l'esthétique de l'objet,
Donc oui, chaque matériau est totalement signifiant et les endroits où on va collecter ces matériaux vont aussi avoir du sens parce qu'ils sont... le monde qui les entoure est une création. Et notamment la résidence de certains esprits, leur manifestation physique. Donc choisir et aussi correspond à un territoire et donc ça aussi ça va avoir du sens parce qu'on ne va pas chercher sur un territoire qui n'est pas le sien ou alors on obtient par échange. Ça aussi en Océanie c'est des matières extrêmement précieuses qui vont avoir ces valeurs de brillance notamment, on les obtient par des réseaux d'échange qui peuvent parfois durer plusieurs dizaines d'années avant d'obtenir les matériaux. Que des hommes. Les femmes ne sont pas autorisées, de la même manière qu'elles ne sont pas autorisées à voir la fabrication de ces masques. Avant, c'était même... et là, on l'a dans les récits anthropologiques de la fin 19e, où on dit que les femmes pouvaient être tuées si elles avaient accès et pouvaient voir ces masques. Après, pour autant, je pense que les femmes savaient très bien qu'on fabriquait des masques, mais bon, ça c'est parce que les récits sont beaucoup donnés par les hommes dans l'anthropologie, donc c'est aussi facile d'avoir qu'un côté du discours. Et aussi parce que dans la mythologie d'origine de ces masques, au départ, tous les savoirs, c'était les femmes qui les avaient. Ça se retrouve ailleurs en Mélanésie, et ce sont les hommes qui leur ont pris ces savoirs-là. Qui fait que les femmes ont une place très forte, très redoutée, et du coup elles sont très exclues aussi d'un certain nombre de choses qui relèvent du monde uniquement des hommes. Parce que c'est craint, et parce que souvent donc, le sang menstruel par exemple des femmes, ou le sexe des femmes, c'est pour un homme la crainte absolue parce que ça va les affaiblir physiquement. Ou qu'elles ont un rôle très important dans la société, puisqu'elles produisent un certain nombre de choses qui sont indispensables déjà à la reproduction du groupe, et elles produisent des nouveaux êtres humains dans le groupe, et elles produisent des biens nourriciers, et elles produisent des objets de valeur qui vont être échangés, qui vont donner du prestige au groupe. Donc elles sont à la fois centrales, et en même temps très craintes. Donc elles sont là, et en même temps on doit les mettre de côté aussi. Dans l'identité Yatmoul, on est avec du féminin et du masculin en soi. L'os, c'est le sperme des hommes et la chair, c'est le sang des femmes. Et donc la scarification, qui est très importante dans les étapes d'initiation chez les Yatmoul, on fait sortir le sang, justement, de ces jeunes garçons, et on fait sortir le féminin, le maternel, quand on fait ça. Et pour que ce soit pleinement des hommes après. Ah non. Non, enfin, il a appartenu au groupe qui l'a produit. Il a été acquis. Alors là, je n'ai pas les informations de savoir le contexte. Est-ce qu'il y a eu un achat? Est-ce que ça a été un échange? Je n'en ai pas l'information aujourd'hui. Parce que même si même s'il est lié aux collectes allemandes, on peut le retracer parce qu'il y a quand même un peu de correspondance de ces collecteurs qui existent. Mais on n'aura pas, on aura le deal entre le collecteur et le musée, mais on n'aura pas avant, forcément. Du groupe au collecteur, ça c'est très inégal. Ça peut si le collecteur a tenu une correspondance détaillée, mais ça peut ne pas non plus. Et puis la capacité à avoir conservé, parce que ces archives étaient conservées, quand c'est des archives qui sont restées dans le domaine privé, qui sont pas liées à des collectes institutionnelles, parce que c'est le cas aussi, c'est pas toujours les musées qui sont partis collecter sur place. C'est pas toujours les scientifiques des musées qui ont collecté. Donc non, ça c'est un travail extrêmement compliqué. Et là pour nous, à partir du moment où il entre en collection nationale, où il est acquis, il est la propriété de l'État français. Et on ne peut pas le vendre ou le céder. Alors ça c'est marrant qu'il y ait cette question-là parce qu'il n'y a pas de masque chez les Maoris. Et il y a très très peu de témoignages conservés de masques en Polynésie. Il y a eu des productions très éphémères en étoffe d'écorce battue, qu'on appelle du tapa par exemple. Il n'y a pas de tapa en Nouvelle-Zélande parce que les arbres, les mûriers à papier ne poussent pas, il fait trop froid en Nouvelle-Zélande. Et donc cette question de la tradition de fabrication de masques en Nouvelle-Zélande n'est pas connue, a priori. Voilà. Il y a le tatouage, par contre, du visage, il y a du corps, il y a des parures qui vont
montrer l'identité d'un individu et son prestige et son positionnement dans la société, mais pas à ma connaissance de masque. Et si l'élève a en tête un masque, en fait, ce sont des éléments d'architecture. Il y a des masques qui existent, mais qui sont des éléments d'architecture, enfin, qu'on pourrait appeler masques, mais qui sont en fait des figures, des portraits de l'ancêtre tutélaire d'une maison clanique, d'une iwi particulière, où on a cette architecture de maison de réunion. Et au sommet de la maison, c'est un toit à double pente, et à l'avant, au sommet, il y a une grande figure sculptée. Et c'est le visage de l'ancêtre dont la maison est le corps, en fait, en quelque sorte. Et donc là, on peut parler de masque, entre guillemets, mais c'est le masque de la maison. C'est pas un masque tel qu'on peut le concevoir de manière plus transverse, comme un objet qui vient se placer devant le visage et après intégrer dans une structure plus importante. Et ça, ceci dit, c'est intéressant, puisqu'en Océanie, on en a justement des expressions très variées. On a des masques qui sont en haut de tubercules, qu'on place sur des tubercules d'igname pour anthropomorphiser le tubercule et le faire devenir ancêtre, justement, puisqu'il a pu croître et pousser grâce au soutien des ancêtres. Donc un masque, c'est pas toujours devant le visage.